Je vous pardonnerai quand je retrouverai le sommeil. Et je retrouverai le sommeil quand vous serez mort. Ok. Dans une communauté paisible, tout explose quand un meurtre est commis. Le coupable? Ça peut être n'importe qui, mais il est forcément dans le cercle. Parce qu'au-delà des frontières de cette ville parfaite, il ne reste plus rien. Dehors, c'est la fin du monde. Et dans ce bunker pour l'élite, on a tué le président. Alors pour comprendre, il faut remonter le temps. Bienvenue dans Paradise. De tous les missiles et autres armes offensives, les dirigeants du monde entier applaudissent cette solution pacifique. 1962, en pleine crise mondiale, un colonel bienveillant comprend que la fin du monde dépend d'un seul oui ou non. À cause d'un malentendu, un sous-marin soviétique a failli déclencher une arme nucléaire. Ils ne l'ont pas fait, pas cette fois. Mais un jour, quelqu'un appuiera, par peur ou mauvais jugement. Inquiet, le colonel imagine une solution extrême. Un interrupteur de dernier recours. Un bouton qui, quand tu l'actives, grille l'électronique sur Terre. L'objectif? Empêcher les missiles de fonctionner, même si des humains les ont lancés. Brillant, mais il y aura un prix à payer. Et cet interrupteur finira dans la main du président des États-Unis. Un type, à la base, qui n'était pas destiné à le devenir. Cal Bradford. Quand on m'a élu président, je vous jure que la toute première chose que j'ai voulu, c'était connaître les secrets. 1997, Cal, vingtenaire, veut être prof de lycée, comme sa mère. Quand il annonce à son père qu'il quitte l'entreprise familiale de forage pétrolier, Ken Bradford refuse net. Non. Il le pousse plutôt à une carrière politique. Plus tard, Cal devient sénateur. Dans le circuit politique, les Bradford croisent le chemin d'une milliardaire. Kane la qualifie de grand leader incontestable et la renomme Sinatra. Pas pour les chapeaux, parce que la meuf a du chien, c'est une meneuse. Pourtant, à cette époque, elle est au plus bas de sa vie. Je m'arrache les cheveux, quelquefois je mets un chapeau pour le cacher. 2002, Samantha Redmond, alias Sinatra, vient de vendre sa start-up tech. Avec la bourse qui lui sourit, sa fortune explose dans l'année. Et elle fête ça dignement dans un bar de San Francisco. C'est là qu'elle rencontre Tim, le futur père de ses deux enfants, Hadley et Dylan. Hélas, Dylan tombe malade. Après plus d'1 an de traitement, Sinatra doit lui dire au revoir. Avant de partir, Dylan questionne sur le paradis. Il veut un endroit comme le nôtre, mais avec plus de chevaux. Sa mère le lui promet. Et le futur se dessine tout doucement. Paradise. 2012, le deuil, un mariage qui se déchire. Sinatra assiste à une conférence sur une catastrophe environnementale à venir, et la salle est en mode veille, comme devant un documentaire Arte à 3h du mat'. Mais elle prend ça très au sérieux. Il lui reste une fille, et la peur de la perdre la ronge, alors elle questionne le docteur Wen pour savoir comment la protéger. Creusez le plus gros trou que vous pouvez et restez dedans. Une idée émerge, et son trauma se transforme en ambition, un bunker. Sinatra rassemble l'argent, les cerveaux, les plans, et Kane Bradford l'accompagne. Maintenant, pour construire sa ville, il ne manque que des petites mains. Pas 31 et pas 32. Trent est chef de chantier, un bon gars qui développe des sentiments pour Adam. Sur le chantier, on leur vend un projet genre centre de recyclage. Mais Trent sent déjà que c'est du pipeau. En creusant, il libère des résidus toxiques. Pour les futurs résidents, il ne risque rien. Mais pour les ouvriers, c'est une bombe sanitaire. Trent avertit l'architecte Anders, lui fait mine d'écouter, et le vire. Humilié, Trent bascule, il enquête, il harcèle Adam pour le prévenir, mais lui l'évite, puis finit par lui dire d'arrêter. Il est trop tard. Adam est déjà mourant. Trent tente d'alerter la presse, personne ne l'entend. Incompris, il décide de s'en prendre directement au chef d'État. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Je déconne. J'aime bien tester les gens. Le dernier, j'ai réussi à le faire s'asseoir par terre. 2019, Cal est désormais président. Un brin marginal, blagueur, il est aimé et respecté. En coulisses, il se prépare pour la fin du monde et doit choisir un chef de sécurité, quelqu'un de confiance qui restera à ses côtés jusqu'après. Entre en scène la gardienne des clés, celle qui évalue les meilleurs candidats et recommande les futurs habitants de Paradise, Gabriela Torabi. Thérapeute, spécialisée dans la gestion du deuil, elle a accompagné Sinatra après la perte de Dylan. Aujourd'hui, elle appuie le profil de Xavier Collins. Elle croit en lui, elle le décrit comme son Joker, celui qui fera ce qu'il faut si tout part en vrille. Xavier a rejoint les services secrets à cause d'une mauvaise vue. Il ne pouvait pas devenir pilote comme son père. Fred Collins ne jure que par sa carrière de pilote, à tel point que quand Parkinson se déclare, il le cache pour continuer à voler. Quand Xavier le découvre, il le signale à la compagnie, ce qui crée une rupture entre eux. Xavier, trop carré, se fait du tort, mais sa discipline le promeut au poste de chef de la sécurité du président. Quand Trent passe à l'acte et tente d'assassiner Cal, Xavier lui sauve la vie. Trent part en prison. Xavier, lui, est soigné. Et son héroïsme lui vaut d'être mis dans la confidence du projet Versailles. Le président m'a dit que vous aviez des enfants. Oui, madame. J'ai 2 enfants. Alors ça va vous intéresser. Les Collins viennent de gagner leur place dans la montagne. Mais la date d'emménagement, Xavier ne la connaît pas.
Le président le met juste en garde. Il faut que sa femme freine ses allers-retours à Atlanta. Son travail dans le médical l'a contraint à voyager. Xavier tente de l'en empêcher, mais Terry Rogers Collins a un sacré caractère. Alors Terry repart, sans savoir que ce sera son dernier vol. L'apocalypse, c'est maintenant. La puissance de l'explosion a fait se décrocher d'énormes blocs d'une barrière de glace. Un super volcan entre en éruption sous la calotte glaciaire en Antarctique. Panique, le vice-président ne respire plus, tandis qu'une jeune recrue sourit bêtement. À la Maison-Blanche, tous votent pour déclencher Versailles. La machine est lancée. 25 000 chanceux s'apprêtent à tirer sa révérence sous terre, pendant que le reste de la population est condamné à la surface. Comme Marsha, une mère, une fonctionnaire dévouée. Mais peu importe ton niveau de loyauté, c'est la fin du monde. Les gens grimpent en haut des tours, persuadés d'être à l'abri, mais un tsunami d'une hauteur sans précédent balaye tout. L'horreur est là, en direct. Et le temps que la population réalise, On a perdu la connexion? il est déjà trop tard. Le président enregistre un discours pompeux pour la nation avant de le changer à la dernière minute. Les familles doivent savoir, pour se dire adieu. Et c'est ça, Cal Bradford, un humain avant d'être président. Mais comme prévu, tout part en vrille. Même en prison, les autorités perdent le contrôle. Trent profite de la révolte pour s'évader. Il vole un uniforme, se rapproche du bunker et sous la casquette du flic, il repère un couple d'élus en route vers la montagne. Il les tue et il prend leur place. Sur le chemin, il croise une meuf dépressive qui l'embarque pour jouer l'épouse. Et voilà comment Trent sauve sa peau. Dans sa tête, il se dit qu'il a le droit de survivre pour Adam, pour tous ceux qu'on a sacrifiés en creusant cet endroit. Pendant ce temps, Xavier jongle entre son devoir et sa femme. Elle est coincée à Atlanta. Il tente de la guider vers un vol privé pour qu'elle rejoigne le bunker. Mais elle n'arrive pas à temps. Pour la première fois, Xavier perd son sang-froid. Quand avez-vous su qu'elle n'y arriverait pas? Il en veut au président, parce que Cal ne lui a jamais dit que la catastrophe était imminente. La vérité, personne n'avait prévu que ça irait aussi vite. Vous le saviez, vous m'avez pas J'ai prévenu. essayé. Et malgré ça, Xavier le tient responsable. Parce que quand tu perds l'amour de ta vie, il te faut un coupable. En colère, Xavier doit survivre pour ses 2 enfants, Presley et James, sains et saufs. Ils ont besoin de leur père. Alors il embarque pour Paradise. Sans Terry, un dernier au revoir glaçant, sous la lumière des explosions nucléaires. Tous les membres des états-majors sont d'avis qu'on devrait passer à l'attaque. Contre qui? Depuis l'alerte, les puissances nucléaires profitent du chaos pour se servir et prendre des territoires. Des missiles partent vers les États-Unis. Le général Curley conseille à Cal de riposter tout de suite, en lançant l'arsenal. Pas pour sauver les Américains, non, pour protéger le bunker. Cal hésite. Même si le tsunami promet de ravager les ressources, il veut quand même laisser une chance à ce qui reste dehors, plutôt que de les condamner. C'est là que l'option interrupteur ressurgit, 60 ans plus tard. Cal a le pouvoir de stopper des missiles grâce à ça, mais en l'activant, il grille l'électronique. Il sauve potentiellement des vies, mais il détruit la civilisation moderne. Sinatra tente de l'en dissuader, parce que ça rendrait le bunker vulnérable. Capteurs et caméras extérieures, hors service. Ils vivraient dans leur petit paradis, sans savoir ce qui se passe dehors. Mais Cal est prêt à courir le risque. Certains missiles sont désamorcés, mais personne ne connaît l'amplitude de son geste. Y a-t-il des survivants? Un monde habitable? Et cet interrupteur qui aveugle le bunker devient crucial, parce qu'il déclenchera une exploration. Voilà pourquoi nous envoyons ces 4 explorateurs courageux vers l'inconnu, pour prendre des mesures, obtenir des réponses et nous les rapporter. 6 mois plus tard, le président envoie 4 explorateurs à la surface pour répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que les gens ont survécu? Parmi eux, Suzanne, une scientifique, et l'épouse de Mark, le barman. Une fois dehors, Suzanne découvre qu'il y a de la vie, et l'air est respirable. Sauf que l'expédition s'arrête net. Elle et son groupe sont sauvagement assassinés par un homme, Billy Pace. Billy, c'est un ancien délinquant juvénile, le genre d'ado qui tue son oncle malveillant pour sauver un chien. Il part en détention pour mineur, où il forge son caractère. À l'âge adulte, il est récupéré pour des opérations officieuses. Puis son profil est validé pour Versailles, parce que le bunker a besoin d'un homme capable d'appuyer sur la gâchette sans trembler si la sécurité l'exige. Employé dans la garde rapprochée du président, Billy devient le subordonné de Xavier. Et petit à petit, son ami, son confident, le tonton de ses enfants. Pour Billy, la fin du monde, c'est une renaissance. Personne ne connaît son passé. Pas même Xavier. Il peut mener une vie plus saine, plus douce, jusqu'au jour où on le rappelle, pour tuer les 4 scientifiques. Et cette mission, c'est Sinatra qui la lui a donnée. Sinatra refuse que quelqu'un découvre que la Terre est habitable. Dehors, les conditions sont hostiles, selon elle. Donc mieux vaut garder les élites enfermées pour leur protection. En réalité, c'est pour contrôler l'espoir. Couper toute idée de sortie, laisser la peur faire le travail. Pour le bunker, l'expédition est un échec. Les scientifiques sont morts en héros. Et l'extérieur est invivable. Tout le monde le croit, même le président. Sinatra agit dans son dos.
Dans l'ombre, c'est elle qui tient les rênes. Paradise, c'est son bébé. Et Cal n'est qu'une figure de proue. Accès limité. J'ai le niveau d'habilitation le plus élevé, je suis le président, putain de merde. 2 ans plus tard, Cal tente d'accéder à des dossiers secrets défense. Sur une tablette, il découvre la vérité sur la réalité extérieure. Il sait que ça peut le mener à sa perte. Alors il éparpille les indices. Un carnet, une playlist destinée à son fils, Jeremy Bradford. Jeremy déteste Paradise et son père. Pour lui, c'est un lâche qui a abandonné des millions de gens. Il l'accuse de se cacher derrière l'alcool. Comment tu vas t'en sortir quand il n'y aura plus une goutte d'alcool? Et lui balance qu'il aurait préféré qu'il meure dehors avec les autres. Les derniers jours n'ont pas été simples. Entre un fils en colère et une première dame absente, Cal se tourne vers Gabriella pour la mettre en garde, au cas où il lui arriverait malheur. Eux tout ça en peignoir, normal. Ensuite, il s'habille. Enfin, et il confronte Sinatra sur l'ordre d'abattre les 4. Il met clairement sa vie en danger. Mais il est prêt à courir le risque. Les gens doivent connaître la vérité. Sinatra s'y oppose. Et elle le castre. Je serais curieuse de vous voir pousser des couilles. Xavier assiste à la scène sans entendre la conversation. Mais cette altercation fait de Sinatra le suspect numéro 1 quand Cal est assassiné. Et je retrouverai le sommeil quand vous serez mort. Le soir du meurtre, Presley Collins, la fille de Xavier, va chez le président pour jouer à la Wii avec tonton Billy et sa meuf Jane. Sauf qu'au premier étage, Cal se bat pour sa survie. Dans la lutte, il fait tomber la fameuse tablette du balcon. Presley la récupère et se dit que ça contient peut-être des réponses sur sa mère. Et pendant ce temps, le président est assassiné. Jane, écoute-moi bien. Tu vas vérifier et boucler la résidence immédiatement. Personne n'entre, personne ne sort. Au petit matin, c'est Xavier qui trouve le corps. Il ramasse un maximum d'indices avant de sonner l'alerte, check les caméras de surveillance et dresse sa liste de suspects. Les premiers interrogatoires commencent. Xavier passe au détecteur de mensonges. Et en douce, Gabriella s'empresse de l'aider. Parce qu'elle a une mission donnée par le président. Moi, vous m'avez dit de dire oui. Ok, petite pause, 10 secondes, si t'es encore là, mets un boost ou balance un commentaire, vraiment ça change tout ça. Ça aide la vidéo à décoller et moi ça me permet d'enchaîner les récaps propres sans baquer. Merci à tous. Allez, on repart. Je ne suis pas sûre de... Xavier Collins, c'est le seul individu de mon entourage en qui j'ai entièrement confiance. Xavier fait la connaissance de Gabriella autour de frites au fromage, servis par Maggie Davis. Et puis, Gabriella couche avec Xavier, parce que visiblement, c'est plus simple de passer un message top secret à poil, sous la douche. Ça évite d'être entendu via leur bracelet techno, qui les traque 24 heures sur 24. Gabriella le prévient, Billy pourrait être une menace. Du coup, Xavier enquête sur son ami, et plus il creuse, plus Sinatra se sent menacé, parce qu'il pourrait remonter jusqu'à elle. Billy le sait, Sinatra, elle est capable de le faire disparaître, lui aussi. Alors il la confronte, frontalement, et lui intime de ne pas toucher aux Collins. Mais Sinatra ne se laisse pas marcher dessus. Elle n'a pas qu'un pion sur l'échiquier, mais 2. Dans l'ombre, l'agent Jane suit ses ordres, et elle empoisonne son amant. Adieu Billy. Billy a essayé de m'avertir. Il avait des infos sur elle. Xavier accuse le coup au bar, quand Nicole Robinson le rejoint. Elle était la maîtresse de Cal, et la dernière à l'avoir vu vivant. Donc, suspecte. Mais elle clame son innocence. Elle aimait Cal, et elle veut retrouver son meurtrier. Agente des services secrets, c'est elle qui pilote l'enquête. Xavier lui partage sa théorie. Sinatra tire les ficelles. Pour lui, c'est la coupable. Alors, monstre, ou juste une femme prête à tout pour protéger son bunker? Ensemble, Xavier et Nicole montent un plan pour la faire tomber. Pendant que Nicole réunit des troupes et rassemble des armes, Xavier fait appel à un complice pour pirater la tour de contrôle, là où se programme la météo du dôme. Le complice fait afficher un message dans le ciel artificiel. Ils vous mentent. Sinatra exige d'enlever le message, mais impossible. La seule solution, tout débrancher. Gabriella lui déconseille. Plonger le bunker dans le noir, ce serait une bombe psychologique pour les habitants. Mais c'est ce que veut Xavier, la forcer à tout éteindre, rappeler aux gens qu'ils vivent dans une simulation, et pousser les dirigeants à se replier. Son plan fonctionne. Sinatra redémarre le système, et dans l'obscurité, la vérité éclate. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Jeremy et Presley montent au créneau. Depuis la perte de son père, Jeremy s'est rapproché d'elle. Quand Presley lui avoue pour la tablette, Jeremy profite de la démence de Papy Kane pour déverrouiller l'accès. Enfin, Jeremy révèle publiquement que son père n'est pas mort de cause naturelle. C'est un meurtre. Comme les 4 scientifiques. Plus loin, l'élite passe en protocole de confinement. Ça fait partie du plan de Xavier, pour les éliminer tous au même endroit. Je peux pas m'empêcher de penser qu'on élevait les vaches pour les abattre. Sauf que Gabriella comprend le piège. Tiraillée, elle ne cautionne pas tout chez Sinatra. Mais elles ont construit Paradise ensemble. Alors, malgré ses sentiments pour Xavier, elle prévient son allié. Conséquence, Sinatra fait chanter Xavier pour sa survie. Elle retient Presley en otage. Et surtout, la preuve que sa femme est toujours en vie. Mon nom est Terry Rogers Collins. Contraint, Xavier stoppe l'opération. Et Sinatra reprend le pouvoir. Elle lui ordonne de retrouver le meurtrier du président. Parce que ce n'est pas elle. L'ADN qu'on a trouvé près du cadavre ne correspond à personne dans le bunker. Donc il semblerait que le meurtrier vienne de l'extérieur. Nicole et Gabriella font équipe
et trouve une faille dans le dossier de Maggie. Elle raffole des frites au fromage, mais elle est censée être allergique à l'arachide. Je suis presque soulagée en fait. Il m'a obligée à le faire. Vous êtes peut-être la seule personne dans le monde qui se trouve pile au bon endroit. Pendant ce temps, un numéro sur une cigarette conduit Xavier à la bibliothèque. Il trouve le carnet de Cal, et là, il entre en collision avec le bibliothécaire, Trent. Trent avait renoncé à tuer le président parce qu'il a fini par se plaire ici. Sauf que le jour où Cal a débarqué sur son lieu de travail, tout est remonté. Trent avoue, puis s'échappe. Xavier, rejoint par Nicole, tente de l'arrêter, mais le coupable se suicide. Après avoir résolu le meurtre, Xavier va confronter Sinatra pour récupérer sa fille. Il abat les gardes sans aucun remords. Waouh! Et Sinatra pense que Presley est morte. Ouais. Missionnée, Jane a demandé la oui du président comme paiement et Sinatra s'est littéralement foutu de sa gueule, la traitant de folle. Jane l'a très mal pris et lui a laissé croire qu'elle a éliminé Presley. Et là, twist! Jane débarque, tire sur Sinatra, puis se fait passer pour l'héroïne. Je l'ai trouvée. Elle va bien? J'étais avec elle. La meuf s'en sort indemne et gagne sa oui. Tranquille! Sinatra est hors jeu, en convalescence. L'autorité s'effrite et Henry Baines, le président successeur, reprend la situation en main. Jérémy reçoit en héritage un dernier message de son père, réparer le monde que Cal a construit. Xavier récupère ses enfants et Nicole lui promet de veiller sur eux. Elle le pousse à sortir. On a besoin de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Pour retrouver sa femme, Xavier embarque avec le carnet de Cal et les insignes de pilote de son père, à bord d'un avion, comme un clin d'œil à son père. La boucle est bouclée. Le monde a-t-il survécu dehors? Réponse en saison 2. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve au prochain récap. Bye. Disponible sur Hey Series. Quand j'ai découvert cet endroit, j'ai pris conscience qu'on ne savait pas grand-chose sur l'histoire du silo. Juliette Nichols est une mécano rebelle et voleuse de rubans adhésifs. Ouais, détail très important. Elle n'a peur de rien, sauf peut-être de l'eau. Elle aime être dans le bas du silo, où il fait sombre, et où ça sent probablement qu'un peu la chaussette oubliée.